Il y a une chose que presque personne ne t'a jamais dite, et pourtant, elle décide de tout. À chaque fois que tu te défends, même calmement, même avec de bonnes intentions, tu cèdes quelque chose. Tu crois protéger ton image, mais en réalité tu offres le contrôle. Tu penses rétablir la vérité, mais tu acceptes un jeu qui n'est pas le tien. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas confortable, parce qu'il va à l'encontre de ce que l'on nous a appris depuis toujours. Mais si tu ressens ce léger malaise intérieur, cette sensation que quelque chose fait écho, alors reste avec moi jusqu'au bout. Car comprendre pourquoi ne jamais se défendre peut renverser une situation en quelques secondes et transformer ta posture pour le reste de ta vie. La plupart des conflits, des humiliations silencieuses, des pertes de respect commencent au même endroit. Une accusation, une remarque, une mise en doute. Quelqu'un questionne ton intention, ton choix, ta valeur ou ton comportement. Et presque automatiquement tu réponds, tu expliques, tu justifies, tu te défends. Ce réflexe est humain. Il vient du besoin profond d'être compris, reconnu, validé. Mais ce réflexe est aussi l'un des pièges les plus efficaces qui existent, car à l'instant précis où tu te défends, tu reconnais implicitement que l'autre a le droit de te juger. Tu entres dans son cadre, tu acceptes ses règles, et sans t'en rendre compte, le rapport de force bascule. Ce n'est pas une question d'ego, ni de fierté mal placée. C'est une question de structure invisible. Le monde fonctionne selon des dynamiques subtiles que peu prennent le temps d'observer. Celui qui attaque n'est pas toujours celui qui a le pouvoir. Mais celui qui oblige l'autre à se défendre, lui, en prend une part. Se défendre, c'est répondre à une position inférieure. C'est reconnaître que tu dois quelque chose. Une explication, une preuve, une justification. Et à partir de là, tout change. On nous a appris que se taire, c'est admettre sa faute. Que ne pas répondre, c'est perdre. Que laisser passer une attaque, c'est être faible. Mais ces croyances sont superficielles. Elles fonctionnent dans un monde bruyant, impulsif, dominé par la réaction. Elles ne fonctionnent pas dans le monde réel du pouvoir silencieux. Dans ce monde-là, celui qui reste calme pendant que l'autre cherche une réaction prend l'avantage. Non pas parce qu'il écrase, mais parce qu'il ne se laisse pas déplacer. Regarde attentivement autour de toi. Observe les personnes qui semblent toujours garder leur position, même dans la tempête. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles n'expliquent pas tout. Elles ne se justifient presque jamais. Et pourtant, elles ne sont pas faibles. Elles sont stables. Leur silence n'est pas un vide, c'est une densité. Il met mal à l'aise, il oblige l'autre à se dévoiler davantage. Il inverse la pression. Ce que tu vas découvrir dans cette série n'est pas une technique pour manipuler, ni une méthode pour écraser les autres. C'est une compréhension profonde de la dynamique humaine, une manière de reprendre ton axe intérieur. Car le véritable pouvoir ne consiste pas à gagner des débats, mais à ne pas se laisser entraîner là où tu perds ton centre. Plus tu te défends, plus tu t'éloignes de toi-même. Plus tu te tais consciemment, plus tu reviens à ton point d'équilibre. Il est important de le dire clairement. Ne pas se défendre ne signifie pas tout accepter ni tout subir. Cela signifie choisir quand parler et surtout quand ne pas parler. Cela signifie comprendre que toutes les attaques ne méritent pas une réponse et que certaines réponses affaiblissent plus qu'elles ne protègent. La plupart des gens réagissent parce qu'ils ont peur de ce que le silence pourrait dire d'eux. Les puissants, eux, savent que le silence bien placé parle plus fort que n'importe quelle justification. Dans ta vie personnelle, professionnelle, sociale, tu as probablement déjà vécu des situations où tu t'es expliqué pendant de longues minutes, parfois même avec sincérité, pour finalement ressentir une chose étrange. Non seulement tu n'as pas été compris, mais tu t'es senti plus petit qu'avant. Comme si chaque mot avait creusé un peu plus un fossé. Ce n'est pas un hasard. Certaines personnes ne cherchent pas la vérité, elles cherchent la réaction. Et dès que tu réagis, elles ont gagné. Ce voyage que nous commençons ensemble va te demander de désapprendre, de déconstruire des réflexes anciens, de résister à l'envie immédiate de répondre, de corriger, de te justifier. Ce n'est pas facile, mais c'est profondément libérateur. Car lorsque tu n'as plus besoin de te défendre, tu deviens insaisissable. On peut te provoquer, te tester, te questionner, mais rien n'accroche vraiment.
Et ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Si tu es prêt à regarder ces mécanismes en face, à comprendre pourquoi le silence peut renverser une situation plus vite que 1000 mots, alors tu es au bon endroit. Ici, sur l'éveil du sage, on ne cherche pas à briller pour être vu, mais à s'ancrer pour être libre. On explore ce que peu osent dire avec calme, profondeur et lucidité. Tu es prêt à commencer? Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications. Pas par obligation, mais pour continuer ce chemin ensemble, loin du bruit, près de l'essentiel. Maintenant, respire profondément. Reste attentif et entrons dans la première vérité. Let's go. Il existe un piège si discret qu'il passe pour une évidence, un réflexe si profondément ancré qu'on le confond avec la dignité, alors qu'il affaiblit silencieusement. Ce piège, c'est la défense. Se défendre paraît naturel, presque moral. Quand on est attaqué, mal compris, accusé ou mis en doute, la réaction semble évidente, expliquée, justifiée, prouvée. Pourtant, cette réaction n'est jamais neutre. Elle déclenche immédiatement une dynamique invisible qui te place dans une position inférieure, même si tes arguments sont justes, même si ta voix est calme, même si tu dis la vérité. À l'instant précis où tu te défends, quelque chose bascule. Tu reconnais implicitement que l'autre a le droit de t'évaluer. Tu acceptes le cadre qu'il impose. Tu entres dans un jeu où tu n'as pas fixé les règles. Peu importe ton intelligence ou ta sincérité, la structure est déjà contre toi. La défense n'est pas un bouclier, c'est une exposition. La plupart des gens pensent que le pouvoir se joue dans le contenu des mots. Ils croient que celui qui a la meilleure explication gagne. En réalité, le pouvoir se joue dans la position. Celui qui accuse, questionne ou provoque se place au-dessus, même inconsciemment. Celui qui répond, explique ou se justifie descend d'un cran. Il devient réactif. Et le monde respecte rarement ce qui réagit. Le respect suit la stabilité, pas l'argumentation. La justification naît presque toujours d'un besoin profond. Être compris. Être reconnu dans sa vérité. Être vu tel que l'on se perçoit soi-même. Ce besoin est humain. Mais dans certaines situations, il devient une faiblesse exploitable, car celui qui a besoin d'être compris donne à l'autre un pouvoir immense, celui de refuser cette compréhension. Et tant que tu parles pour être compris, l'autre contrôle la fin de l'échange. Il peut toujours dire « je ne suis pas convaincu ». Et te voilà reparti à expliquer davantage, à te dévoiler encore plus. Chaque justification ajoute une couche de vulnérabilité. Tu révèles ta logique. Tu exposes tes motivations. Tu montres ce qui t'atteint. Et plus tu montres, plus tu deviens lisible. Le contrôle ne naît pas de la force brute, mais de la lisibilité. Ce qui est clair peut être anticipé. Ce qui est anticipé peut être dirigé. La défense rend clair. Le silence, lui, maintient une zone d'ombre. Il faut comprendre une chose essentielle. Dans une interaction de pouvoir, la vérité n'est pas toujours la priorité. L'émotion, la posture et la perception comptent souvent davantage. Tu peux avoir raison et perdre. Tu peux dire la vérité et sortir affaibli. Parce que le problème n'est pas ce que tu dis, mais le fait que tu te sentes obligé de le dire. Cette obligation est ressentie, même si elle n'est pas formulée, et elle change la dynamique. La réaction émotionnelle joue ici un rôle central. Une attaque touche rarement le fond de la personne. Elle touche l'image, l'ego, la peur d'être mal vu. Et cette peur pousse à répondre trop vite, trop longuement, trop intensément. On parle pour se libérer de l'inconfort, mais ce soulagement immédiat coûte cher à long terme. Car l'autre a obtenu exactement ce qu'il cherchait, une réaction. Beaucoup d'attaques ne cherchent pas une réponse. Elles cherchent une ouverture, une fissure, une preuve que quelque chose peut être atteint. Et dès que tu te défends, tu confirmes que le point est sensible, même si l'attaque est injuste, même si elle est absurde, même si elle est fausse. Ta défense valide l'importance de l'attaque. Il est difficile d'accepter cette idée, car elle va à l'encontre de l'éducation morale classique. On nous apprend que se défendre est un droit.
C'est vrai sur le plan légal ou physique. Mais sur le plan psychologique et symbolique, la défense a souvent l'effet inverse de celui recherché. Elle renforce l'agresseur dans son rôle. Elle lui donne une existence, une légitimité. Sans défense, l'attaque flotte dans le vide. Avec défense, elle s'ancre. Observe attentivement les personnes qui dominent naturellement une pièce, sans hausser la voix, sans s'expliquer longuement. Elles ne réagissent pas immédiatement. Elles ne se sentent pas obligées de clarifier chaque malentendu. Elles laissent parfois les autres parler, supposer, interpréter. Non par mépris, mais parce qu'elles savent que leur valeur ne dépend pas de la compréhension immédiate des autres. Cette indépendance intérieure est la véritable source de leur force. Se défendre, c'est aussi souvent chercher à contrôler la perception que les autres ont de toi. Or, vouloir contrôler cette perception est paradoxalement ce qui te rend contrôlable. Car dès que ton comportement est guidé par le regard extérieur, tu as perdu ton centre. Tu n'agis plus depuis ton axe intérieur, mais depuis une pression externe. Et toute pression externe peut être exploitée. Il existe une illusion dangereuse, croire que si l'on se tait, les autres vont croire n'importe quoi. Mais la réalité est plus subtile. Les gens croient déjà ce qu'ils veulent croire. Ta défense ne change que rarement leur opinion profonde. Elle peut même la renforcer, car elle donne l'impression que tu es sur la défensive, donc potentiellement coupable ou instable. Le silence, en revanche, crée un doute. Et le doute affaiblit celui qui attaque. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais parler. Cela signifie qu'il faut comprendre quand parler renforce et quand parler affaiblit. La défense automatique est presque toujours une faiblesse. La parole choisie, posée, rare, est une force. Mais cette distinction demande une maturité intérieure que peu développent, car elle exige de renoncer au confort immédiat de l'explication. Se justifier, c'est souvent se dévoiler trop tôt. C'est expliquer ce qui n'est pas encore stabilisé en soi. C'est exposer des zones encore fragiles. Et ce qui est fragile ne devrait jamais être exposé à la pression. Les personnes les plus solides intérieurement n'ont pas besoin de défendre chaque aspect de leur vie. Elles savent ce qu'elles valent, ce qu'elles font, et pourquoi elles le font. Cette clarté intérieure rend inutile la défense extérieure. Le piège de la défense fonctionne parce qu'il se déguise en vertu. Il se présente comme honnêteté, transparence, courage. Mais dans un monde de rapports subtils, la transparence totale est rarement respectée. Elle est souvent exploitée. La véritable force n'est pas de tout montrer, mais de savoir quoi préserver, de choisir ce qui mérite d'être expliqué et ce qui doit simplement être incarné. À mesure que tu comprendras cette règle, tu commenceras à voir différemment les situations de tension. Tu remarqueras que certaines attaques perdent leur puissance quand tu n'y réponds pas, que certaines provocations s'éteignent d'elles-mêmes, que certaines personnes se déstabilisent face à ton calme. Non parce que tu les ignores, mais parce que tu ne leur offres pas la prise qu'elles cherchent. Ce chapitre n'est pas une invitation à la fuite ou à la lâcheté. C'est une invitation à la souveraineté intérieure, à ne plus livrer ton équilibre à chaque parole extérieure, à comprendre que le pouvoir commence là où le réflexe s'arrête. Lorsque tu n'as plus besoin de te défendre pour exister, tu changes de posture, tu ne réagis plus, tu observes, tu choisis. Et dans ce choix silencieux, la dynamique de pouvoir s'inverse lentement, mais sûrement. Comprendre que la défense est une exposition, c'est franchir un seuil où tu cesses de confondre réaction et force, où tu comprends que le calme vaut parfois plus que 1000 justifications, et où tu commences à marcher dans le monde non plus comme quelqu'un qui doit prouver, mais comme quelqu'un qui est. Le monde ne t'attaque presque jamais frontalement. Il ne dit pas clairement « je veux te contrôler ». Il agit de façon bien plus subtile, presque élégante. Il t'accuse à demi-mot, il suggère, il insinue, il pose des questions qui ressemblent à de la curiosité, mais qui sont en réalité des tests. Et à chaque fois, le même mécanisme se met en place. Si tu réponds, si tu te justifies, si tu expliques, tu entres dans son cadre. Le pouvoir de l'accusation ne réside pas dans sa violence, mais dans sa capacité à provoquer une réaction. Ce n'est pas la faute qui est recherchée,
c'est ton mouvement intérieur. L'accusation moderne est rarement explicite. Elle prend la forme d'un regard sceptique, d'un silence appuyé, d'une phrase ambiguë. Tu es sûr que c'était la meilleure décision? C'est intéressant ce que tu fais. Mais pourquoi? Certains disent que ce n'est pas très clair. Ces phrases semblent anodines, presque bienveillantes. Pourtant, elles ont tout un point commun. Elles te placent immédiatement en position de réponse. Elles créent un déséquilibre subtil où l'autre devient l'observateur et toi l'objet observé. Dans le système social, cette mécanique est omniprésente. Dès l'enfance, on apprend à se justifier. À l'école, on explique pourquoi on n'a pas réussi. Plus tard, on explique ses choix de carrière, ses retards, ses décisions personnelles. La justification devient un langage normalisé. Mais ce que l'on ne t'explique jamais, c'est que cette normalisation crée une dépendance psychologique. Tu t'habitues à penser que tes actes doivent être validés par un regard extérieur. Et cette habitude est une porte ouverte au contrôle. Dans le monde professionnel, l'accusation est souvent déguisée en procédure. On ne te dit pas que tu es incompétent, on te demande de clarifier. On ne te reproche pas directement une erreur, on te demande de rendre des comptes. Chaque rapport, chaque réunion, chaque évaluation est présentée comme neutre. Pourtant, elles sont construites sur un principe fondamental. Celui qui explique est en dessous de celui qui écoute. Celui qui répond est toujours en retard sur celui qui questionne. Ce système ne cherche pas toujours à punir. Il cherche surtout à maintenir une hiérarchie invisible. Tant que tu te justifies, tu reconnais implicitement que l'autre a le droit de te demander des comptes. Et ce droit, une fois accepté, devient permanent. Plus tu réponds, plus il s'élargit. Ce qui commence par une simple question devient une attente, puis une exigence, puis une norme. Tu finis par anticiper les accusations avant même qu'elles n'arrivent, en expliquant trop, en parlant trop, en montrant trop. Dans les relations personnelles, le mécanisme est encore plus fin. L'accusation se glisse dans l'émotion. Tu ne fais jamais assez. Tu as changé. On ne peut plus compter sur toi comme avant. Ces phrases n'énoncent pas des faits précis. Elles créent un malaise. Et ce malaise appelle une réponse. Tu te défends. Tu expliques ton intention, ton état d'esprit, tes efforts. Mais en faisant cela, tu acceptes le cadre émotionnel de l'autre. Tu te places dans une position où ton équilibre dépend de sa reconnaissance. Ce que peu de gens comprennent, c'est que beaucoup d'accusations ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent une confirmation de pouvoir. Si tu te défends, l'accusation a réussi. Peu importe que l'autre te croie ou non. L'essentiel est que tu aies bougé, que tu aies ressenti le besoin de t'ajuster, de te repositionner, de t'exposer. La réaction est la récompense. Le monde adore la réaction, parce qu'elle rend les individus prévisibles. Quelqu'un qui réagit peut être déclenché à nouveau. Il suffit de répéter le stimulus, une remarque, une insinuation, un doute. Celui qui ne réagit pas, en revanche, devient difficile à saisir. Il échappe au script habituel, et ce qui échappe inquiète. Il faut aussi comprendre que l'accusation fonctionne souvent par accumulation. Une seule remarque ne suffit pas, mais répétée, elle finit par créer une fissure intérieure. Tu commences à douter de toi, à te demander si tu n'es pas en train de rater quelque chose. Et ce doute te pousse à expliquer davantage, à chercher des preuves, à justifier des choix qui n'avaient pas besoin de l'être. Le contrôle devient alors auto-entretenu. L'autre n'a presque plus besoin d'accuser. Tu fais le travail toi-même. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à un niveau inédit. Tout y est exposé, commenté, jugé. Chaque publication appelle une interprétation. Chaque silence est suspect. Chaque choix est analysé. Et la pression à se justifier devient constante. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu penses comme ça? Le monde numérique transforme chaque individu en accusé potentiel. Et beaucoup tombent dans le piège en répondant à tout, en expliquant tout, en se défendant sans cesse. Mais ce flux permanent d'explications ne renforce pas ta position, il l'érode. Car plus tu parles pour te défendre, plus tu nourris l'idée que tu dois quelque chose au regard extérieur. Et ce regard devient alors ton juge permanent.
Tu ne vis plus selon ton axe intérieur, mais selon une anticipation des réactions. C'est ainsi que le contrôle devient invisible. Il ne t'est plus imposé, tu l'intègres. L'accusation est aussi un outil de test. Elle permet de mesurer ta solidité. Une personne stable n'a pas besoin de se justifier à chaque remise en question. Elle écoute, elle observe, elle répond parfois, mais rarement dans l'urgence. Celui qui se défend immédiatement révèle une zone sensible, et cette zone devient une cible potentielle. Le monde, consciemment ou non, exploite toujours ce qui réagit. Il y a une illusion profondément ancrée. Croire que si tu expliques bien, l'autre comprendra et cessera d'accuser. En réalité, l'explication donne souvent naissance à une nouvelle accusation, plus fine, plus précise. Car en expliquant, tu offres des détails, et chaque détail est une nouvelle prise. Le jeu peut continuer indéfiniment, tant que tu acceptes d'y participer. Ce chapitre n'invite pas à devenir froid ou fermé. Il invite à redevenir souverain, à reconnaître que toutes les questions ne méritent pas une réponse, que toutes les accusations ne sont pas légitimes, que répondre n'est pas toujours un signe de maturité. Parfois, c'est simplement un réflexe conditionné. Lorsque tu comprends que le pouvoir de l'accusation dépend entièrement de ta réaction, quelque chose change profondément. Tu réalises que tu n'as pas à te précipiter, que tu peux prendre le temps, que tu peux choisir le silence ou une réponse minimale ou un regard stable. Et dans ce choix, l'équilibre se renverse. L'autre, privé de réaction, se retrouve face à lui-même. Le monde t'oblige à te justifier uniquement si tu acceptes cette obligation. Ce n'est pas une loi naturelle, c'est une convention sociale. Et comme toute convention, elle perd sa force dès que tu cesses d'y croire aveuglément. Le véritable pouvoir caché n'est pas dans l'accusation, mais dans ta capacité à ne pas te laisser définir par elle. Quand tu comprends cela, tu sors lentement mais sûrement du champ du contrôle invisible. Il existe un moment précis où la parole cesse d'être un outil de clarté et devient une fuite. Un moment où parler n'apaise plus, n'explique plus, ne protège plus. À cet instant-là, le silence n'est pas une absence, c'est une décision. Pourtant, cette vérité est rarement enseignée. On apprend très tôt à répondre, à réagir, à remplir les espaces vides. Le silence, lui, est souvent associé à la faiblesse, à la culpabilité, à l'échec de communication. Mais dans les dynamiques de pouvoir les plus profondes, le silence maîtrisé est l'une des réponses les plus déstabilisantes qui soit. Le silence qui désarme n'est pas un mutisme peureux. Ce n'est pas le retrait d'une personne écrasée. C'est un silence habité, posé, stable. Il ne cherche pas à provoquer ni à punir. Il refuse simplement d'entrer dans un jeu imposé. Et c'est précisément pour cela qu'il bouleverse la dynamique. Car la plupart des systèmes de contrôle reposent sur une chose simple, la prévisibilité de la réaction. Si tu parles, si tu expliques, si tu t'énerves ou si tu te défends, le cadre reste intact. Le jeu continue. Le silence, en revanche, retire le carburant. Quand tu ne dis rien, tu crées un vide. Et ce vide est insupportable pour celui qui cherche à dominer, provoquer ou tester. Pourquoi? Parce que ce vide ne lui appartient pas. Il ne peut pas le diriger, il ne peut pas l'interpréter avec certitude, il ne peut pas l'exploiter immédiatement. Le silence coupe la chaîne automatique stimulus-réponse. Il brise le rythme. Et dans cette rupture, le pouvoir change subtilement de camp. La majorité des gens confondent silence et passivité parce qu'ils n'ont jamais appris à rester calmes face à la pression. Ils associent la retenue à la peur. Pourtant, observe attentivement. Dans les situations de tension réelle, celui qui reste immobile intérieurement impose une gravité naturelle. Son calme devient une présence. Il n'a pas besoin de se justifier, ni de convaincre. Il est simplement là, ancré. Et cette posture force l'autre à se révéler. Le silence agit comme un miroir. Lorsque tu refuses de répondre immédiatement, l'autre commence à parler davantage. Il comble le vide. Il explique, précise, justifie, parfois même se contredit. Ce phénomène est universel. Le malaise du silence pousse à l'exposition. Et plus l'autre s'expose, plus il perd le contrôle qu'il croyait avoir. Ce que tu ne dis pas devient plus puissant que ce que tu aurais pu dire. Dans beaucoup de confrontations,
L'objectif caché n'est pas l'échange, mais la réaction émotionnelle. On veut te voir bouger, t'agiter, te défendre. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, refuse cette gratification. Il coupe la récompense psychologique. Et sans récompense, l'attaque perd sa raison d'être. L'agresseur, le manipulateur ou le testeur se retrouve face à une impasse inattendue. Il faut comprendre que le silence n'est pas un refus de communication, mais un refus de soumission émotionnelle. Tu ne dis pas « je n'ai rien à répondre », tu dis sans mots « je ne reconnais pas ce cadre ». Et cette non-reconnaissance est profondément déstabilisante pour ceux qui vivent du regard des autres. Ils ne savent plus où se situer. Ils ne savent plus s'ils ont réussi ou échoué. Dans le monde social et professionnel, le silence maîtrisé est souvent perçu comme une assurance tranquille. Celui qui ne se précipite pas pour expliquer semble sûr de lui, même lorsqu'il ne l'est pas totalement. Et cette perception change tout. Les gens attribuent naturellement plus de poids à celui qui choisit ses mots plutôt qu'à celui qui les déverse. Le silence suggère une profondeur cachée, une réflexion en cours, une maîtrise intérieure. Même si ce n'est pas toujours conscient, l'effet est réel. Il existe aussi une dimension intérieure essentielle. Le silence protège ton énergie. Chaque justification, chaque réaction émotionnelle consomme une part de toi. À force, tu t'épuises, tu te disperses. Le silence, lui, conserve. Il te permet de rester centré, de ne pas être aspiré par des dynamiques inutiles. Il crée une frontière invisible entre ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. Mais attention, le silence efficace n'est pas un silence chargé de colère ou de ressentiment. Ce type de silence est lourd, tendu et finit par exploser. Le silence qui désarme est léger, clair, presque neutre. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à ne pas perdre son axe. Il naît d'une décision intérieure, celle de ne pas offrir son monde intérieur à n'importe quelle stimulation extérieure. Lorsque tu maîtrises ce silence, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est une forme de liberté. Le monde adore classer, anticiper, contrôler. Celui qui répond toujours de la même manière devient lisible. Celui qui sait se taire au bon moment échappe au scénario préfabriqué. Il n'est plus un rôle, mais une présence vivante. Il y a aussi une leçon plus subtile. Parfois, le silence révèle que la question n'était pas digne d'une réponse. Certaines accusations, certaines provocations, certaines attentes perdent leur poids dès l'instant où tu refuses de les nourrir. Tu réalises alors que beaucoup de pression n'existe que parce que tu y participes. Le silence te rend cette lucidité. Dans les relations, le silence maîtrisé rééquilibre souvent les dynamiques déséquilibrées. Celui qui avait l'habitude de te pousser à réagir se retrouve face à un mur calme. Il ne peut plus te faire danser à son rythme. Et souvent, soit il s'apaise, soit il se révèle davantage. Dans les deux cas, tu gagnes en clarté. Ce chapitre ne t'invite pas à te taire toujours. Il t'invite à choisir, à comprendre que la parole est un outil, pas une obligation. Que le silence, lorsqu'il est conscient, est une réponse en soi. Une réponse qui ne s'explique pas, ne se défend pas, ne se justifie pas. Elle est simplement là, et c'est précisément ce qui la rend si puissante. Quand tu apprends à rester calme là où on attend ta réaction, quelque chose se transforme profondément. Tu n'es plus tiré par les fils invisibles de la provocation. Tu redeviens le point stable autour duquel les autres gravitent. Et dans ce calme, tu découvres une vérité simple mais dérangeante. Celui qui contrôle le rythme contrôle la relation. Le silence, bien utilisé, te rend maître de ce rythme. C'est ainsi que le silence désarme, non par la fuite, mais par la présence, non par l'absence, mais par la retenue. Et dans un monde saturé de bruit, de justification et de réaction, cette retenue devient une force rare, presque indomptable. Il existe une différence profonde entre ne pas réagir par hasard et ne pas réagir par choix. La première est une absence, la seconde est une maîtrise. Rester calme quand tout pousse à répondre, à se défendre ou à s'expliquer n'est pas un trait de caractère inné, c'est une discipline intérieure. Une construction patiente, une posture qui se travaille dans l'ombre, loin des regards,
bien avant les situations de tension. Car au moment où la pression arrive, il est déjà trop tard pour improviser. La plupart des réactions émotionnelles ne sont pas conscientes. Elles surgissent avant même que la pensée n'intervienne. Une phrase touche une zone sensible, un regard déclenche un souvenir, une accusation réveille une peur ancienne. Le corps réagit, le cœur s'emballe, l'esprit cherche une réponse. Et dans cette précipitation, tu perds ton centre. La maîtrise intérieure commence par une prise de conscience simple mais radicale. Tu n'es pas obligé de suivre chaque impulsion qui te traverse. Observer sans s'identifier est l'une des compétences les plus puissantes qui soit. Cela signifie que tu peux ressentir une émotion sans devenir cette émotion. La colère peut apparaître, mais tu n'es pas la colère. L'injustice peut être perçue, mais tu n'es pas obligé de la combattre immédiatement. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Cet espace est invisible pour ceux qui vivent dans la réaction permanente, mais c'est précisément là que réside ta liberté. Cultiver cet espace demande un entraînement quotidien. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les reconnaître sans leur donner le volant. Chaque fois que tu prends quelques secondes avant de répondre, tu renforces ce muscle intérieur. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'explosion, tu élargis ton champ de choix. Au fil du temps, ce qui demandait un effort devient une seconde nature. L'ancrage intérieur joue ici un rôle central. Être ancré, c'est savoir où tu te tiens intérieurement, indépendamment de ce qui se passe autour. C'est ne pas chercher ton équilibre dans l'approbation, la reconnaissance ou la victoire immédiate. Un esprit ancré n'est pas rigide, il est stable. Il peut écouter sans se dissoudre, observer sans se perdre, agir sans se précipiter. Cet ancrage se construit dans le silence, dans les moments où personne ne regarde. Il se nourrit de solitude consciente, de réflexion, de présence à soi. Plus tu te connais, moins tu es manipulable. Plus tu es clair sur ce qui est essentiel pour toi, moins les provocations extérieures ont de prise. La maîtrise intérieure n'est pas une armure, c'est une clarté. Rester calme ne signifie pas tout accepter. C'est une confusion fréquente. Le calme est un état intérieur, pas une capitulation. Tu peux poser des limites sans élever la voix. Tu peux refuser sans te justifier longuement. Tu peux dire non sans colère. Et ce non, justement parce qu'il est calme, porte plus de poids. Il n'est pas une réaction, il est une décision. La société moderne pousse à la réaction permanente. Notifications, commentaires, urgences artificielles. Tout est conçu pour capter ton attention et provoquer une réponse immédiate. Résister à cette dynamique est déjà un acte de maîtrise. Choisir de ralentir, de respirer, de ne pas répondre tout de suite, c'est reprendre le contrôle de ton temps et de ton énergie. Il y a aussi une dimension corporelle souvent négligée. Le calme intérieur passe par le corps. Une respiration profonde, une posture stable, une détente consciente des épaules peuvent transformer une situation entière. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Quand le corps se calme, l'esprit suit. Apprendre à écouter les signaux corporels est une clé pour ne pas être emporté par la vague émotionnelle. Observer sans s'identifier, c'est aussi reconnaître les schémas répétitifs. Certaines situations déclenchent toujours les mêmes réactions, les mêmes personnes, les mêmes mots, les mêmes contextes. En prenant conscience de ces schémas, tu cesses de les subir aveuglément. Tu peux alors choisir une réponse différente, ou parfois aucune réponse du tout. Et ce choix change profondément la dynamique. La maîtrise intérieure ne te rend pas froid ou distant. Au contraire, elle te rend plus présent. Tu n'es plus dispersé par 1000 réactions contradictoires. Tu es là, pleinement, avec une attention claire. Cette présence est ressentie par les autres. Elle impose naturellement un respect silencieux, non parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu ne cherches plus à te défendre. Il y aura toujours des moments où tout en toi voudra réagir. C'est humain. La discipline ne consiste pas à ne jamais vaciller, mais à revenir plus vite à ton centre, à reconnaître le mouvement intérieur sans t'y perdre, à te rappeler que ton pouvoir ne réside pas dans la victoire immédiate,
mais dans la cohérence à long terme. Avec le temps, quelque chose de subtil se produit. Les situations qui te déclenchaient auparavant perdent de leur intensité. Non parce qu'elles disparaissent, mais parce que tu n'y es plus accroché de la même manière. Tu deviens moins réactif, plus lucide. Et cette lucidité te permet de voir ce que beaucoup ne voient pas. La plupart des conflits sont des pièges émotionnels déguisés. Cultiver la maîtrise intérieure, c'est accepter que tout ne mérite pas ton énergie, que tout ne mérite pas une réponse, que ton calme est précieux. Ce n'est pas une fuite, c'est une sélection. Tu choisis où tu investis ta présence. Et ce choix, répété jour après jour, transforme ta manière d'être au monde. À la fin, rester calme quand tout pousse à réagir n'est plus un effort héroïque. C'est un état naturel. Tu n'es plus tiré par les fils invisibles de la provocation. Tu marches avec une stabilité tranquille. Et dans cette stabilité, tu découvres une force qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta capacité à rester fidèle à ton axe intérieur. Il arrive un moment où l'on comprend que le véritable renversement de pouvoir ne ressemble en rien à ce que l'on imaginait. Ce n'est pas un affrontement, ni une victoire visible, ni une revanche éclatante. C'est un glissement intérieur, presque imperceptible, où l'on cesse progressivement de se défendre. Et dans ce renoncement apparent, quelque chose de plus profond émerge. Une souveraineté silencieuse. Elle ne cherche pas à convaincre, ni à écraser, ni à dominer. Elle se contente d'être là, stable, enracinée, intacte, et c'est précisément pour cela qu'elle transforme radicalement ta place dans le monde. Tant que tu te défends, tu es dans une posture réactive. Même lorsque ta défense est brillante, juste, argumentée, tu restes attaché au mouvement de l'autre. Tu réponds à une impulsion extérieure. Tu es encore dans le jeu. Renverser le pouvoir sans conflit commence par ce constat simple mais dérangeant. Celui qui se défend accepte implicitement que l'autre définisse le terrain. La souveraineté, elle, commence quand tu retires cette permission. Cesser de se défendre ne signifie pas devenir indifférent ou passif. Cela signifie ne plus ressentir le besoin de prouver, d'expliquer ou de justifier ton existence, tes choix, ta valeur. C'est une transition intérieure profonde. Au début, elle peut sembler inconfortable, presque dangereuse. Le silence, la retenue, l'absence de justification donnent l'impression de se mettre à nu. En réalité, c'est l'inverse. Tu cesses d'exposer ton centre. Avec le temps, cette posture modifie subtilement la façon dont les autres te perçoivent. Ceux qui cherchaient une réaction ne la trouvent plus. Ceux qui tentaient de te tester rencontrent un calme qui ne leur renvoie rien. Ceux qui vivaient de confrontation se fatiguent, car sans opposition, sans résistance émotionnelle, il n'y a plus de prise. Le conflit a besoin de deux pôles. Quand l'un disparaît, l'autre s'éteint. La souveraineté silencieuse ne s'impose pas, elle se révèle. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change l'atmosphère. Les gens sentent qu'ils ne peuvent plus te manipuler facilement. Non parce que tu es agressif ou fermé, mais parce que tu n'es plus réactif. Tu ne saisis plus les appâts émotionnels. Tu observes, tu choisis. Tu agis quand cela est juste pour toi, pas quand on t'y pousse. À long terme, cette posture transforme ton rapport au respect. Le respect ne vient plus de la peur, ni de l'intimidation, ni de la performance verbale. Il vient d'une cohérence tranquille. Les autres perçoivent que tu n'as rien à prouver. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui te rend crédible. Le monde accorde plus de valeur à ceux qui ne la réclament pas. Il y a une économie invisible de l'énergie dans les relations humaines. Ceux qui se défendent beaucoup dépensent énormément. Ils expliquent, réagissent, corrigent, se positionnent sans cesse. Leur énergie est visible, donc exploitable. La souveraineté silencieuse, elle, conserve. Elle ne se disperse pas. Elle agit avec parcimonie. Et ce qui est rare attire naturellement plus d'attention que ce qui est constamment exposé. Renverser le pouvoir sans conflit, c'est aussi changer ta relation au temps. La défense est urgente. Elle réclame une réponse immédiate. La souveraineté est patiente. Elle n'a pas besoin de réagir tout de suite. Elle sait que ce qui est solide n'a pas à se précipiter.
Cette patience déstabilise profondément un monde habitué à la vitesse et à l'instantanéité. Progressivement, tu remarques que les attaques deviennent plus rares. Non parce que le monde est devenu plus doux, mais parce que ta posture n'invite plus au test. Les prédateurs émotionnels cherchent des proies réactives. Les manipulateurs cherchent des zones sensibles. Quand tu n'offres plus ces accès, ils se détournent, non par respect moral, mais par inefficacité. Il y a aussi une transformation intérieure majeure. Tu cesses de te définir par opposition. Tu n'es plus contre, tu es en toi. Cette bascule est essentielle. Tant que ton identité se construit dans la résistance, elle dépend de ce à quoi elle résiste. La souveraineté silencieuse, elle, se construit dans l'alignement. Tu sais ce que tu incarnes, indépendamment des provocations. Incarner devient plus important que convaincre. Tu n'essaies plus de faire comprendre ta vérité à tout le monde. Tu la vis. Et cette incarnation a un effet étrange. Elle parle sans mots. Les gens sentent la différence. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils perçoivent une stabilité, une densité, une présence qui impose naturellement des limites. Ce chemin demande du courage, car il va à l'encontre de nombreux réflexes sociaux. On t'a appris que te défendre était une preuve de force. En réalité, c'est souvent une preuve d'attachement. Cesser de se défendre, c'est accepter que tout le monde ne comprenne pas, n'approuve pas, n'adhère pas. Et cette acceptation libère une énergie immense. La souveraineté silencieuse n'est pas une posture que l'on adopte pour obtenir quelque chose. Dès qu'elle devient stratégique au sens calculateur, elle perd sa puissance. Elle est le fruit d'un travail intérieur sincère, d'une clarification profonde de ce qui compte vraiment. Quand tu sais ce qui est essentiel pour toi, le reste devient secondaire. Et ce qui est secondaire ne mérite pas de bataille. Avec le temps, tu remarques que tu choisis tes combats avec une extrême précision, ou que tu n'en choisis presque plus. Non par lassitude, mais par lucidité. Tu comprends que beaucoup de conflits ne mènent nulle part, qu'ils ne font que nourrir des dynamiques stériles. La souveraineté consiste alors à marcher à côté, sans mépris, sans fuite, mais avec une liberté nouvelle. Cette posture te rend difficilement contrôlable parce qu'elle ne repose plus sur des leviers externes. On ne peut pas te pousser à bout facilement. On ne peut pas te faire réagir avec des accusations superficielles. On ne peut pas te coincer dans une justification permanente. Tu es mobile intérieurement, mais stable dans ton axe. Renverser le pouvoir sans conflit, c'est finalement comprendre que le pouvoir le plus durable est celui que l'on cesse de chercher. Il émerge naturellement quand tu n'es plus dépendant du regard, de la validation ou de la victoire symbolique. Il s'exprime dans ta manière d'être, dans ton rythme, dans ton silence, dans tes choix. À la fin de ce chemin, quelque chose devient évident. Tu n'as pas besoin de combattre pour être libre. Tu as besoin de te retirer des jeux qui t'enchaînent. Et ce retrait n'est pas une disparition, mais une élévation. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne combats plus, tu incarnes. Et dans cette incarnation silencieuse, tu découvres une forme de souveraineté que rien, ni personne, ne peut vraiment t'enlever. Il y a un moment où l'on cesse d'attendre que le monde change. Un moment où l'on comprend que le véritable basculement ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ne plus se défendre, ce n'est pas renoncer à sa dignité, c'est arrêter de la mettre en débat. C'est refuser de livrer son centre à chaque provocation, chaque accusation, chaque regard qui cherche à tester ta solidité. À mesure que tu avances sur ce chemin, quelque chose se calme profondément en toi. Tu n'as plus besoin d'avoir raison à tout prix. Tu n'as plus besoin d'être compris par tout le monde. Tu n'as plus besoin de prouver. Et dans ce dépouillement, tu découvres une force nouvelle, une stabilité qui ne dépend ni des circonstances, ni des opinions, ni des conflits. Une force silencieuse, mais inébranlable. Le monde respecte rarement ceux qui crient leur puissance. Il observe, il teste, il provoque. Et il finit toujours par reconnaître ceux qui ne mordent pas à l'hameçon, ceux qui avancent sans bruit, ceux qui choisissent leurs mots, leurs gestes, leur silence, ceux qui ne réagissent plus, mais incarnent. Si cette sagesse résonne en toi, si tu sens que ce chemin est aussi le tien, alors reste avec nous. Abonne-toi à l'éveil du sage. Ici,
nous explorons ensemble ces vérités discrètes mais transformatrices, celles qui ne se crient pas mais qui changent une vie entière quand on les intègre. Active la cloche pour ne rien manquer et poursuis ce voyage intérieur pas à pas dans le calme et la lucidité.